la formation. Le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment gérer les cautions de marché dans les contrats internationaux. Alors, de quoi je vais vous parler? Il y a plusieurs parties. Première partie, on va parler du concept. Qu'est-ce que c'est une caution de marché pour bien définir le concept? Ensuite, deuxième partie, je vais vous parler de la chronologie des garanties. On verra quelles sont les garanties qui sont mises en place dans les contrats internationaux et comment elles se succèdent les unes aux autres, donc leur chronologie. La troisième partie, qui est très importante, on va parler de la typologie juridique des garanties, parce que les garanties, il y a plusieurs types de garanties, plus ou moins dures, plus ou moins contraignantes pour l'exportateur. Donc, on va parler des différents types de garanties. On va ensuite parler des garanties à première demande, parce que ce sont celles-là qui sont le plus utilisées, et donc comment ça fonctionne exactement. Ensuite, on va parler des émissions des garanties, comment elles sont émises. On verra qu'elles peuvent être émises de manière directe ou indirecte. Et enfin, pour terminer, ça sera peut-être la partie la plus importante, c'est quelques conseils pour la réduction des risques quand on émet une garantie du côté exportateur. Voilà. Alors, on va commencer pour illustrer le concept de garantie. Moi, j'ai jugé bon de démarrer ce petit webinaire par un exemple. Vous voyez, on va prendre l'exemple suivant. On va prendre l'exemple d'une société aux Émirats, par exemple, qui passe une commande à son fournisseur français. Imaginons, ça c'est pour fixer les idées, un montant de 800 000 euros, CFR Dubaï. Bon, CFR, c'est un incoterme. Hein. On va imaginer que le contrat de vente prévoit des pénalités par le fournisseur en cas de retard, ce qui est fréquemment le cas. Et on va même imaginer que le client, donc la société aux Émirats, verse un acompte de 20% à la commande et ouvre une LC, donc un crédit documentaire pour le solde, ce qui en termes de paiement est quelque chose d'assez classique. Et on va même imaginer que la société à Dubaï, donc le client à Dubaï, revend par avance la marchandise à une société locale. Elle fait ce qu'on appelle du négoce. Bon, donc cette société a passé une commande à un fournisseur français, mais le problème est le suivant. On va imaginer que le fournisseur français fait l'objet d'une procédure collective. Autrement dit, c'est-à-dire qu'il est en faillite. Alors, qu'est-ce qui va se passer si le vendeur français est vraiment en faillite? Vraisemblablement, première chose, la marchandise ne sera pas livrée. Bon, ça c'est un premier problème. Deuxième chose, l'acompte qui a été versé par le client aux Émirats va être probablement bloqué dans la masse des créanciers, il ne pourra pas être restitué. Ça, c'est tout à fait probable. Troisième chose qui peut se passer également, c'est que le fournisseur français n'est pas en mesure, et encore moins, je dirais, en mesure de payer les pénalités. Donc, tout ça, c'est très mauvais pour le client aux Émirats. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut conclure? Il va y avoir une perte pour l'acheteur, pour l'acheteur des Émirats. Il perd son acompte. Donc là, dans l'exemple, ça fait 160 000 euros. Et en plus, il perd les pénalités, celles qu'il ne reçoit pas du fournisseur français, plus celles qu'il va être obligé de payer à son client local. Bon, alors, cet acheteur-là aux Émirats, si on veut, comment dirais-je, essayer de tirer la morale de l'histoire, eh bien, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? S'il voulait ne pas se trouver dans cette situation, eh bien, il pourrait, je dirais, exercer des recours, il pourrait essayer de exercer des recours contractuels. Ça veut dire à ce moment-là qu'il va essayer de faire un procès devant les tribunaux, mais les recours contractuels, je dirais, avec une société en faillite, sont nuls. Hein, et en plus, comme ce sont des recours avec une société à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Hein, c'est encore plus compliqué. Donc, ces recours il y a toutes les chances qu'il n'y ait aucun recours. Et donc, pour trouver une morale à cette histoire, ça serait de dire la chose suivante, c'est que cet acheteur, il aurait mieux fait, lorsqu'il a négocié son contrat, de demander la mise en place d'une garantie de bonne exécution. Okay. Alors, la garantie de bonne exécution aura garanti effectivement la bonne exécution du contrat et donc le paiement de pénalités en cas de non-exécution, ce qui est le cas ici. Et surtout, il aurait mieux fait de demander la mise en place d'une garantie de restitution d'acompte, ce qui lui aurait permis de récupérer son acompte, même en cas de faillite du fournisseur. Voilà un peu l'idée à quoi servent ce qu'on appelle les cautions de marché. Hein. En fait, les cautions de marché, ce sont des cautions, ce sont des garanties qui sont mises en place généralement par des banques, mais tout ça, c'est pour sécuriser l'acheteur. Alors, maintenant, regardez, pour bien comprendre le contexte des cautions de marché, on va se placer dans la situation suivante. On a un acheteur, on a un vendeur, ils ont signé un contrat. L'acheteur et le vendeur sont dans deux pays étrangers. La question qu'on va se poser est la suivante. Quelle est la principale obligation d'un acheteur? Eh bien, la principale obligation d'un acheteur, de manière simple dans un contrat, c'est de payer. Bon, et la question qu'on peut se poser, comment cet acheteur va-t-il garantir qu'il fait le paiement? Généralement, un bon acheteur, je dirais bien discipliné, on peut lui demander de mettre en place une garantie de paiement, un crédit documentaire de préférence irrévocable et confirmé. Bon, maintenant,
plaçons-nous du côté vendeur. Quelle est la principale obligation d'un vendeur? D'une manière générale, la principale obligation d'un vendeur, c'est d'exécuter, c'est de livrer. Et la question qui se pose, c'est comment le vendeur va-t-il garantir qu'il livre? Alors, comment le vendeur va-t-il garantir qu'il livre? Bien, il va garantir qu'il livre, lui aussi, à travers une banque. Ça s'appelle les cautions. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les cautions, ce sont des garanties mises en place par les banques, pour garantir la bonne exécution du contrat en général. Et c'est en quelque sorte la contrepartie du crédit documentaire, qui est une garantie également émise par une banque, qui est mise en place côté acheteur. Si vous voulez, les cautions, c'est la contrepartie du crédit documentaire qui est mise en place du côté acheteur. Si vous voulez, l'acheteur, il garantit le paiement avec une banque, et de la même façon, le fournisseur va garantir la bonne exécution avec une banque. Et c'est ce qu'on appelle les cautions. Alors, si on veut résumer, quelle est la finalité des cautions? Eh bien, la finalité des cautions, c'est d'une part d'équilibrer les risques entre le vendeur et l'acheteur. Chacun d'eux met en place une garantie avec une banque, l'un pour garantir le paiement, l'autre pour garantir la bonne exécution du contrat en général. Ensuite, ça permet de couvrir les risques de l'acheteur si jamais le vendeur est défaillant. Si jamais le vendeur est défaillant, il paye à travers sa banque. Troisième chose, eh bien, ça permet de rassurer l'acheteur. Et enfin, je dirais, ça met également la pression sur le vendeur parce que le vendeur sait que si jamais il y a un problème pendant l'exécution du contrat, eh bien, sa banque va payer automatiquement, lui, il va payer également. Alors, maintenant, regardez, j'ai représenté à l'écran, je vais vous expliquer la chronologie des garanties. J'ai représenté à l'écran les grandes phases d'une opération d'exportation qui porte sur des biens d'équipement. Alors, on a à la base une négociation, c'est ce qu'on appelle la soumission des offres, la négociation. Ensuite, si tout va bien, on signe un contrat. Ensuite, il y a l'entrée en vigueur. En général, l'entrée en vigueur se fait à la réception de la compte. Ensuite, il va y avoir l'expédition des machines, des équipements, où il y aura un paiement partiel, la valeur des équipements en général. Il y aura ensuite, en général, ce qu'on appelle une réception provisoire. Réception provisoire, ça correspond à la livraison des équipements clés en main, et ça correspond juridiquement à la notion de livraison, où un solde sera payé. Et enfin, il y a une notion de réception définitive. La réception définitive, ça marque la fin de la garantie constructeur, parce qu'à partir du moment où les équipements sont livrés, c'est-à-dire où la réception provisoire a été prononcée, eh bien, il va s'écouler un certain laps de temps, 1 an, 2 ans, c'est ce qu'on appelle la garantie constructeur. Et à la fin de la garantie constructeur, eh bien, c'est ça qu'on appelle la réception définitive. Alors, plaçons-nous du côté acheteur, les risques de l'acheteur. Quel risque a-t-il cet acheteur entre la soumission jusqu'au moment où il signe le contrat? Entre le moment où il reçoit l'offre, il négocie, jusqu'au moment où il signe le contrat. Eh bien, il a comme risque le risque de retrait de l'offre du vendeur. C'est-à-dire qu'un vendeur peut faire une offre et la retirer. Ce qui occasionne à ce moment-là un préjudice pour un acheteur. Eh bien, l'acheteur va demander au vendeur de garantir ce risque de retrait de l'offre par ce qu'on appelle une garantie de soumission. La garantie de soumission, ça va être donc une garantie qui sera mise en place par le vendeur à travers sa banque pour garantir en particulier le retrait de l'offre. Ensuite, à partir du moment où le contrat est signé, jusqu'à, je dirais, la livraison, ce qu'on appelle la réception provisoire, qu'est-ce qu'il y a comme risque pour l'acheteur? Eh bien, à partir du moment où le contrat est signé, jusqu'au moment où l'acheteur est livré, le principal risque pour un acheteur, c'est, je dirais, il y a 2 risques. Un risque de mauvaise exécution. Alors, mauvaise exécution au sens large, ça peut être pas de livraison du tout, ça peut être livraison avec du retard, ça peut être livraison de produits qui ne sont pas conformes. Eh bien, pour ces risques-là, l'acheteur va demander au vendeur la mise en place d'une garantie qu'on appelle la garantie de bonne exécution. Donc, la garantie de bonne exécution, comme son nom l'indique, garantit la bonne exécution du contrat, d'une manière générale. Et si on suppose, comme dans mon exemple, que l'acheteur a versé un acompte, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'exemple d'introduction, quand on verse un acompte, si jamais le fournisseur a un problème, il y a un risque de le perdre. Donc, on demande d'une manière classique la mise en place des garanties de restitution d'acompte. Et enfin, dans la dernière phase, la phase entre la réception provisoire, c'est-à-dire la livraison des équipements, et la réception définitive, eh bien, ça, c'est la période du SAV. Qu'est-ce qui peut se passer pendant un SAV? C'est en gros que les machines tombent en panne et que le fournisseur ne soit pas en mesure de réparer. Eh bien, à ce moment-là, on demande la mise en place d'une garantie qui porte un nom un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle, il y a un risque de mauvaise exécution de la garantie, pardon, et la garantie qu'on met en place s'appelle la garantie de dispense de retenue de garantie. Alors, la garantie de dispense de retenue de garantie, on peut aussi l'appeler la garantie de la garantie. En fait, c'est la garantie qui garantit la garantie fournisseur, la garantie constructeur. En anglais, on peut aussi l'appeler la warranty guarantee. Bon, vous voyez, toutes ces garanties qui sont mises en place, qui se succèdent les unes aux autres, c'est ce qu'on appelle les cautions de marché. Alors, vous voyez, il faut comprendre que le terme caution est un terme générique. C'est un terme générique
on peut appeler ça caution, on peut appeler ça garantie, ok? Ça peut porter plusieurs noms. Alors, maintenant, revenons, les différentes garanties mises en place. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la garantie de soumission, c'est ce qu'on appelle en anglais le bid bond. Je vous donne les termes anglais parce que généralement, dans les appels d'offres, c'est plutôt les termes anglais qu'on retrouve. Vous avez la garantie de soumission, le bid bond. Généralement, c'est 1 à 5% du montant du contrat. Et c'est une garantie qui intervient si jamais le vendeur fait une offre et qui retire son offre. Ensuite, vous avez la garantie de bonne exécution, c'est celle-là qui est la plus utilisée, le performance bond. Ça garantit, comme son nom l'indique, la bonne exécution, ça garantit la performance. Généralement, c'est 10% du montant du contrat. Alors, c'est variable, mais classiquement, c'est souvent aux alentours de 10% du montant du contrat. C'est ce qu'on appelle le performance bond. Ensuite, vous avez la garantie de restitution à la compte, qu'on appelle également la then payment guarantee. Ça, c'est le montant de la compte. Si la compte est de 20%, la garantie est de 20%. Si la compte est de 30%, la garantie est de 30%. Et enfin, vous avez la garantie de dispense de retenue de garantie. En anglais, on peut l'appeler la warranty garantie. Ça garantit la garantie constructeur. Okay, et cette garantie-là, généralement, c'est entre 5 et 10% du montant du contrat. Alors oui, tout ça, toutes ces garanties-là, c'est ce qu'on appelle les cautions de marché. Bon, maintenant, il faut approfondir un peu les choses, parce qu'en fait, vous avez ces cautions de marché-là, les principales, qui sont mises en place en faveur de l'acheteur. Donc, dans les appels d'offres en faveur de l'acheteur, vous allez avoir une garantie de soumission pour garantir l'offre. Vous allez avoir une garantie de bonne exécution pour garantir la bonne exécution. Vous allez avoir une garantie de restitution de la compte pour garantir la restitution de la compte si jamais le vendeur a un problème, comme dans l'exemple d'introduction. Et enfin, la garantie de dispense de retenue de garantie. Et ça, c'est pour garantir la garantie constructeur. Bon, mais ce n'est pas les seuls. Ça, ce sont les garanties en faveur de l'acheteur. Il y en a d'autres. Vous avez des garanties en faveur de l'administration. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle les garanties d'admission temporaire. Ça fait partie de ce qu'on appelle les customs bonds, en anglais customs bonds, et en français, c'est ce qu'on appelle les cautions douanières. Quand on fait des contrats à l'étranger, on est amené à mettre en place des cautions en faveur de la douane, et c'est ce qu'on appelle les cautions douanières. Donc, il y a les cautions avec les douanes. Ensuite, quand on est amené à réaliser des contrats à l'étranger, on va avoir besoin de travailler avec une banque locale, de demander des découverts, mais cette banque locale ne va pas donner un découvert aussi facilement que ça. Elle va donner un découvert si elle-même, elle obtient une garantie de la garantie du fournisseur français, de l'exportateur français. Donc, à ce moment-là, le fournisseur français, la banque du fournisseur français va mettre en place ce qu'on appelle une garantie de découvert local. C'est-à-dire que la banque française garantit la banque locale et la banque locale peut donner un découvert à l'exportateur pour les chantiers locaux. Vous allez aussi avoir des garanties pour avoir des prêts. C'est des garanties de remboursement de prêts. Et enfin, il y a aussi des garanties en faveur des transporteurs. Alors, les garanties en faveur des transporteurs, c'est ce qu'on appelle les letters of indemnity. Alors, ce sont des garanties qui sont mises en place souvent lorsqu'il y a des problèmes sur l'EBL. Par exemple, l'EBL, il est dans le circuit bancaire. On en a besoin pour récupérer la marchandise. Et comme vous le savez, un transporteur ne peut pas remettre la marchandise au destinataire sans l'EBL. Ceci dit, ça peut se faire, mais alors il faut fournir au transporteur une forme de garantie qu'on appelle la letter of indemnity. Et ça aussi, ça peut être mis en place par des banques. Alors, vous voyez, quand on parle de caution de marché, on désigne les 4 premières, mais tout ça, ça fait partie des cautions de marché. Alors, maintenant, regardez, ces cautions, qui les met en place? Ça dépend des continents. Mais en gros, je dirais qu'elles sont mises en place par des banquiers ou par des assureurs. En Europe, il y a une grosse concurrence entre les banquiers et les assureurs, mais je dirais pour vous donner une idée, en Europe, c'est en gros 3 quarts des garanties émises par des banques, 1 quart par des assurances, par des compagnies d'assurance. En Amérique du Nord, ce n'est pas la même chose. En Amérique du Nord, les assureurs sont les émetteurs de référence. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, vous avez des compagnies d'assurance qui mettent en place des garanties hybrides qu'on appelle les contract bonds, et ce sont surtout ce type de garanties qui sont mises en place. Ceci dit, les banquiers aux États-Unis peuvent mettre en place ce qu'on appelle des stand-by. Alors la stand-by, j'en reparle un peu après, la stand-by, c'est la sœur jumelle de la garantie bancaire. La stand-by ressemble beaucoup à la garantie bancaire, et d'ailleurs les stand-by, on peut les appeler les garanties bancaires à l'américaine. Si vous voulez, on parle de garantie bancaire à l'européenne, c'est ce qu'on appelle plus communément les garanties bancaires ou les cautions, dans le jargon classique, mais on peut parler de garantie bancaire à l'américaine, et ça, c'est les stand-by. Et en fait, c'est très proche sur le plan philosophique. Ensuite, en Afrique, là aussi, ce sont surtout les banquiers qui mettent en place les garanties, mais des cautions d'assureurs sont possibles. Des cautions d'assureurs sont possibles, notamment dans les pays francophones. Au Moyen-Orient,
Au Moyen-Orient, alors ce sont les banquiers qui sont les émetteurs légaux, c'est-à-dire que localement, il y a que des banques qui peuvent mettre en place des garanties, mais ces banquiers locaux peuvent être contre-garantis par, comment dirais-je, mais un assureur peut contre-garantir, pardon, un banquier local. En Asie, c'est les banques aussi, mais des cautions d'assureurs sont possibles, notamment dans les pays que vous voyez à l'écran, la Chine, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud. Là, il y a les deux, je dirais, mais c'est surtout les banques. Et en Amérique latine, alors, il y a les deux aussi, il y a les banques, mais il y a beaucoup de cautions d'assureurs parce que là, il y a l'influence américaine. Et l'influence américaine, c'est les contrats de bande américains qui sont mis en place par des sociétés d'assurance. Voilà. Donc, en gros, hein, au niveau mondial, c'est émis par des banquiers, c'est émis par des assureurs, la plupart du temps par des banquiers, mais dans certains pays, comme en Amérique du Sud, les assureurs peuvent jouer un rôle important. Alors, maintenant, voilà, on va aborder la partie la plus délicate, c'est la typologie juridique des garanties. Alors, regardez, les garanties bancaires, j'appelle ça les garanties bancaires, je pourrais les appeler les cautions. Hein, on pourrait appeler ça les cautions de marché. Donc, j'utilise un peu indifféremment le terme caution et le terme de garantie. Les garanties bancaires couvrent l'acheteur, si l'exportateur est défaillant. En fait, c'est ça la finalité de la garantie, c'est couvrir le client si le vendeur est défaillant. Bon, maintenant, si l'exportateur est défaillant, le banquier qui a mis en place la garantie paye et débite le compte de l'exportateur. C'est le principe, je dirais même, qu'il commence par débiter le compte de l'exportateur et ensuite, il paye la garantie au client. La grande question qui va se poser, c'est qui va déterminer si l'exportateur est défaillant ou pas? Parce qu'en fait, souvent, lorsqu'il y a des garanties qui sont mises en jeu par des acheteurs qui ne sont pas contents du boulot du vendeur, eh bien, il y a des litiges. Et à ce moment-là, le vendeur va dire, mais moi, j'ai bien exécuté le travail, alors que l'acheteur va dire, non, il y a tel et tel défaut. Donc, il y a un litige, et la grande question qui se pose, donc, est qui c'est qui va déterminer si l'exportateur est défaillant ou pas? Alors là, qui va déterminer? Tout dépend du type de garantie. S'il s'agit de ce qu'on appelle une garantie accessoire, dont l'archétype est le cautionnement, à ce moment-là, eh bien, c'est la justice qui va déterminer. C'est-à-dire qu'on va aller devant un juge, et c'est le juge qui va déterminer qui a raison ou qui a tort. Et si, à ce moment-là, l'acheteur, il s'avère qu'il a raison, que le vendeur est condamné, eh bien, à ce moment-là, le banquier paye. Maintenant, si on a affaire à des garanties à première demande, eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas la justice, c'est beaucoup plus simple, c'est l'acheteur qui fait la loi. C'est-à-dire qu'il suffit pour l'acheteur de dire « je ne suis pas content du travail effectué par le vendeur » pour qu'il soit payé. Donc, vous voyez, il y a deux types de garanties. Celle où, en gros, il faut aller devant la justice, et ça, c'est compliqué pour celui qui en est le bénéficiaire, c'est-à-dire l'acheteur. Et puis, vous avez celles qui sont les garanties à première demande et qui d'ailleurs sont les plus utilisées, où l'acheteur, il suffit qu'il fasse la demande pour qu'il soit payé. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les garanties à première demande. Alors, pour résumer ce que je viens de vous dire, regardez, je vais d'abord vous parler du cautionnement. Alors, le cautionnement, qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir un vendeur, vous avez un acheteur, le vendeur, c'est ce qu'on appelle le débiteur principal, l'acheteur, c'est le créancier, il y a un contrat entre le vendeur et l'acheteur, c'est le contrat commercial. Ensuite, le vendeur donne des instructions à sa banque devient la caution. Vous voyez, le mot caution, là, c'est pas du tout le sens générique. Hein. Caution, ça peut désigner une garantie. Ici, le mot caution désigne la banque. En fait, ici, le mot caution désigne la banque qui met en place le cautionnement. Donc, la banque qui devient la caution met en place l'acte de cautionnement. En fait, cet acte de cautionnement, ça va être un document sur un papier en tête de la banque, okay, ou ça peut être un SWIFT. En tout cas, ça sera un écrit. Ou en gros, le banquier s'engage à payer le vendeur si jamais le vendeur est défaillant. Alors, regardez, quels sont les inconvénients du cautionnement? Et c'est pour ça que le cautionnement est peu utilisé dans les contrats internationaux. C'est ce qu'on appelle une garantie accessoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un cautionnement qui est utilisé, si l'acheteur estime que le vendeur est défaillant, il va falloir qu'il le prouve. Il va falloir qu'il prouve que la défaillance du débiteur, c'est-à-dire le vendeur, est effective. Et pour prouver que la défaillance du vendeur est effective, il n'y a pas 50 solutions. Soit la défaillance est reconnue par le débiteur lui-même, c'est-à-dire le vendeur, il reconnaît sa défaillance. Ça, en général, c'est rare, parce que les gens, quand il faut payer, ils ne sont pas d'accord. Ou sinon, il faut que ce soit une défaillance reconnue par un tribunal, c'est-à-dire qu'il faut aller devant la justice. Comme en général, les vendeurs ne sont pas d'accord pour payer, il faut aller devant la justice. Donc, il va falloir que le créancier, ici le créancier, c'est le client qui est mécontent du travail du vendeur, il va falloir qu'il aille devant un tribunal et qu'il obtienne une décision de justice. Mais aller devant un tribunal, c'est compliqué, on est dans des contrats internationaux, il faut voir quels sont les tribunaux qui sont compétents, ça va prendre du temps, des mois, des années.
Et au bout, je dirais même que le résultat est aléatoire. Bon. Et je dirais même qu'une fois que la décision de justice est obtenue, même si elle est favorable à l'acheteur, la caution, c'est-à-dire la banque qui a mis en place le cautionnement, peut encore différer le paiement. C'est ce qu'on appelle le bénéfice de la discussion. Donc, comment dirais-je, pour résumer, je dirais que le paiement à travers un cautionnement est très compliqué, très long à obtenir. Et c'est pour ça qu'il y a nécessité pour l'acheteur d'obtenir une sûreté, une forme de sûreté saisissable immédiatement. Et, comment dirais-je, les cautionnements sont très peu utilisés dans les contrats internationaux. Alors, une forme de sûreté utilisable immédiatement, il n'y a pas 50 solutions. Alors, si ça veut bien bouger. Alors, avant de vous dire, avant de parler des solutions, voilà, je vous donne un exemple de cautionnement. Vous voyez, alors, vous avez tous à l'écran un exemple de cautionnement. Ça, c'est une forme standard. Vous avez un préambule. Vous avez, alors c'est surtout la partie rouge qu'il faut regarder. Hein, c'est surtout la partie rouge. Ça, c'est l'engagement de la banque. C'est en général sur papier en tête de la banque ou par message Swift. Eh bien, vous voyez la banque, nous, Banque française Intel, nous déclarons par la présidente, nous porter caution solidaire du vendeur vis-à-vis de vous-même pour le paiement de toutes les sommes dont le vendeur serait reconnu débiteur. Eh bien, quand vous avez cette formulation-là, nous portions caution ou nous portons caution solidaire, j'ai pris des termes français pour que ce soit plus facilement compréhensible, eh bien, on est dans du cautionnement. Et si on est dans du cautionnement, eh bien, si vous êtes l'acheteur et vous n'êtes pas content du travail du vendeur, il va falloir, en gros, aller devant la justice pour pouvoir être indemnisé, avec toutes les conséquences que ça implique. Donc, cette forme de garantie est très peu utilisée dans un contrat international. Alors, ça existe, mais disons que cette forme de garantie, elle est quand même assez utilisée à l'échelon local. En France, il y a pas mal de contrats qui sont garantis par ce type de cautionnement. Pourquoi? Parce qu'en France, la justice, quand même, ça fonctionne plus vite et qu'au niveau international. Alors, maintenant, on va parler des garanties à première demande. Alors, les garanties à première demande, eh bien, regardez, c'est une garantie indépendante du contrat. Ce n'est pas une garantie accessoire, ce n'est pas relié au contrat. Ensuite, il y a inopposabilité des exceptions, c'est-à-dire que le banquier, dès que l'acheteur, dès que le bénéficiaire de la garantie fait la demande, eh ben, il est obligé de payer. Il ne peut opposer aucune exception, il ne peut opposer aucune dérogation, il n'a aucun moyen de défense, il doit payer. Donc, inutile d'aller devant les tribunaux. Et, je dirais, c'est un paiement à première demande du bénéficiaire qui est l'acheteur. C'est-à-dire que l'acheteur demande, il est payé tout de suite. En gros, il demande le lundi, il a l'argent le jeudi, pour simplifier. Et pas besoin d'aller devant les tribunaux. Alors, je schématise un peu, mais c'est ça, en gros. Et donc, prise en compte uniquement des termes stipulés dans la garantie, sans considération du contrat de base, en fait, si vous voulez, c'est déconnecté du contrat, on regarde les termes de la garantie, si la demande est conforme aux termes de la garantie, on paye. C'est un peu comme un crédit documentaire. Si les documents présentés sont conformes, le banquier paye. Mais là, je dirais que c'est beaucoup plus simple, parce que dans un crédit documentaire, vous avez beaucoup de documents à présenter. Ici, il y a juste une demande. Généralement, juste une demande, disant payez-moi. En gros, c'est ça. Donc, justement, disant payez-moi, ben, c'est très facile pour se faire payer. On demande l'argent le lundi, le jeudi, on a les sous. Alors, regardez, qu'est-ce que ça présente comme avantage et comme inconvénient? Pour l'acheteur, eh ben, il a une certitude de paiement immédiat. Quand je dis immédiat, c'est sur quelques jours. C'est en gros l'équivalent d'un dépôt d'argent. En gros, c'est comme s'il avait l'argent dans la poche. Il n'a pas l'argent dans la poche, mais il sait très bien que sous quelques jours, il va avoir l'argent. Et bien sûr, c'est un moyen de pression fort, un fort moyen de pression sur le vendeur. Alors, il y a aussi des avantages pour le vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur, on aurait très bien pu lui demander ce qu'on appelle un dépôt d'argent. Okay, si on lui demandait un dépôt d'argent, eh bien, comment dirais-je, ça aurait été plus embêtant. Là, en fait, c'est une garantie qui est en quelque sorte équivalent à un dépôt d'argent. Donc, l'intérêt pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'immobilisation de trésorerie. Et si le contrat se passe bien, la garantie n'est pas appelée et donc la garantie reste virtuelle en quelque sorte. D'accord? Et donc, pas de problème pour récupérer l'argent puisqu'il n'a jamais été versé. Okay, et bien sûr, c'est intéressant côté vendeur parce que ça permet de rassurer l'acheteur. Il y a des inconvénients pour le vendeur qui sont évidents. Ben, la banque va payer même sans l'accord du vendeur. C'est comme ça. Hein. Même si le vendeur n'est pas d'accord, eh ben, la banque paiera quand même. Okay, ça, c'est le principe des garanties à première demande. La banque paye même sans l'accord du vendeur. Et donc, il y a quelque part une possibilité d'abus de la part de l'acheteur, même si les abus sont assez rares. Alors, là, je vous montre un exemple simple. Une garantie à première demande. Eh bien, regardez, j'ai pris la même structure. En fait, c'est le même contrat. Hein. Vous avez un préambule au début. Et puis après, regardez, c'est la partie rouge qu'il faut lire.
eh bien, c'est la même banque, mais la formulation n'est pas la même. Nous, banque française, au capital de temps, vous garantissons irrévocablement le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de, dans mon exemple, 52 500 euros, à première demande écrite de votre part et indépendamment de la validité des effets du contrat, en fait, et en renonçant à nous prévaloir de toute objection, moyen de défense. En fait, vous voyez, la formulation n'est pas du tout la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était nous nous portons caution solidaire. Ça veut dire que si on veut appeler la garantie, il faut aller devant les tribunaux. Et là, c'est nous vous garantissons irrévocablement à vous payer à première demande sans pouvoir opposer aucune exception. Et bien là, c'est de la première demande. Et donc, le banquier va payer sans avoir besoin d'aller devant les tribunaux et sans que l'acheteur ait approuvé quoi que ce soit. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la garantie à première demande simple. C'est la forme la plus dure de garantie et c'est aussi une forme qui est très utilisée. Maintenant, il peut y avoir une deuxième forme qui est très proche. C'est ce qu'on appelle la garantie à première demande justifiée. Alors, la garantie à première demande justifiée, eh bien, regardez, c'est la même formule, mais qu'est-ce qui change? Eh bien, ici, si vous regardez la partie rouge, c'est nous, la banque, vous garantissons irrévocablement le paiement jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 100, toujours le même, sur première demande écrite de votre part, attestant que le vendeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles. Ça veut dire quoi? Ici, quand vous êtes dans une demande justifiée, une première demande justifiée, il faut que le client, il faut que le bénéficiaire justifie sa demande. Alors, c'est très proche de l'autre. Alors, la justification, ça peut être une ligne ou ça peut être un paragraphe imposé qu'on vous impose. Ou sinon, ça peut être, on peut être obligé de donner comment dirais-je, une description circonstanciée des manquements du vendeur dans le cadre de l'exécution du contrat. Mais disons, il faut justifier, soit par une ligne, soit de manière plus compliquée, la défense du vendeur. Il faut donner une justification. C'est en ce sens qu'on parle de garantie à première demande justifiée. Et enfin, vous avez une troisième forme de garantie, c'est ce qu'on appelle la garantie documentaire. On pourrait aussi l'appeler la garantie à première demande documentaire. On est exactement dans le même schéma, mais regardez ici, eh bien, le banquier s'engage irrévocablement à payer, on est dans les garanties à première demande, mais il va falloir fournir une attestation disant que le vendeur est défaillant, et ensuite, il faut étayer cette attestation avec un document supplémentaire, un ou plusieurs documents supplémentaires. Là, dans mon exemple, c'est l'original d'un rapport d'expert émis par un cabinet d'experts qui va en gros attester que le vendeur n'a pas rempli ses obligations. Alors, pourquoi parle-t-on de garantie documentaire? Parce qu'en plus de la demande d'elle-même, où l'acheteur dit « moi, je ne suis pas content du travail du vendeur », en plus, là, il va falloir que le vendeur, ou plutôt que l'acheteur, fournisse une pseudo-preuve, un rapport d'expert. Un rapport d'expert, un rapport d'un ingénieur conseil, un rapport d'une société de surveillance, enfin une entité qui a été définie par avance et qui va, quelque part, accréditer l'idée du fait que le vendeur est défaillant. Et ça s'appelle les garanties documentaires. Alors, notez quelque part que les garanties documentaires sont peu utilisées. Ce qui est très utilisé dans les contrats internationaux, dans les appels d'offres en particulier, ce sont les garanties à première demande, pures et dures, les simples, et les garanties justifiées. Il y a aussi des documentaires, mais c'est quand même assez rare. Alors, maintenant, je vais vous parler de la stand-by en tant que garantie de marché. En fait, jusqu'à présent, je vous ai parlé des garanties à première demande. On pourrait parler de garanties bancaires à l'européenne. Maintenant, je vais vous parler des garanties bancaires à l'américaine. Les garanties bancaires à l'américaine, on appelle ça des stand-by. Et quelque part, vous pouvez noter que la stand-by, sur le fond, c'est la sœur jumelle de la garantie bancaire à l'européenne. Alors d'abord, la stand-by est un instrument dual. Mais d'ailleurs, les garanties bancaires aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un instrument dual? Ça veut dire qu'elle peut être utilisée pour garantir un paiement, pour protéger un vendeur, et à ce moment-là, elle est mise en place par la banque de l'acheteur pour protéger le vendeur, pour garantir le paiement du vendeur, mais elle peut être aussi utilisée comme garantie de marché pour protéger l'acheteur. Et là, on revient aux cautions de marché. Donc, vous voyez, il y a double utilisation, soit pour payer, soit pour garantir la bonne exécution d'un contrat. Alors, dans ce contexte-là, vous avez, par exemple, quand on prend les stand-by, la stand-by en tant que garantie de marché, vous avez la bid stand-by. Vous avez, alors la bid stand-by correspond à celle que j'appelais tout à l'heure le bid bond, ou on appelait ça la garantie de soumission. Vous avez la performance stand-by, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le performance bond, ou la garantie de bonne exécution. Vous avez la down payment stand-by, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la garantie de restitution d'acompte. Et la retention money stand-by, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la garantie de dispense de retenue garantie. En fait, toutes les garanties qui existent, je dirais, sous la forme d'une garantie bancaire à l'européenne, eh bien, ça existe également, ça peut exister sous la forme d'une stand-by. Et c'est dans ce sens-là que je dis que la stand-by, c'est quelque part la sœur jumelle de la garantie bancaire à l'européenne. Ceci dit, comment peut-on différencier les deux instruments, les garanties bancaires à l'européenne et les garanties bancaires à l'américaine, c'est-à-dire les stand-by? Je veux dire que la stand-by est un instrument multipurpose, c'est-à-dire qu'on l'utilise un peu pour tout, mais on l'utilise surtout pour les paiements.
On l'utilise surtout pour les paiements et elle est surtout utilisée dans le domaine financier, notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle les financial stand-by. Et elle est peu utilisée, la stand-by, en tant que caution de marché. Donc, vous voyez, elle est peu utilisée en tant que caution de marché, la stand-by, mais on peut l'utiliser quand même, mais elle est peu utilisée. Par contre, elle est très utilisée pour les autres utilisations, notamment les garanties de paiement, et ce qu'on appelle les financial stand-by. Par contre, les garanties bancaires à l'européenne, qu'on appelle plus communément les cautions de marché ou les garanties bancaires, elles sont surtout utilisées en tant que caution de marché et peu utilisées en tant que garantie de paiement. Donc, vous voyez, elles ont chacune leur périmètre d'utilisation, mais sur le plan de la philosophie, c'est strictement la même chose. Et donc, notez quand même que les stand-by, elles sont surtout utilisées aux USA, disons d'une manière en Amérique du Nord, parce que ce sont les États-Unis, enfin les banquiers américains, qui ont conçu, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, la stand-by. Alors, là, je vous ai mis à l'écran un exemple de stand-by. Voyez. Alors, si vous regardez un peu, vous verrez que sur la formulation, ça c'est un exemple de stand-by qui est très simple, sur la formulation by order for the account of telle société, whereby issue in your favor, our irrevocable stand-by letter of credit. En fait, c'est formulé comme un crédit documentaire. C'est formulé comme un crédit documentaire. Et c'est pour ça qu'il y a un lien de parenté avec le crédit documentaire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les stand-by font partie des crédits documentaires. Et en même temps, hein, si vous regardez un peu plus bas, eh ben, funds under this letter of credit are available by payment against presentation of your draft. Et ensuite, at side, accompanied by the following certification. En fait, là, c'est une certification, c'est une attestation que j'ai mise en rouge, où le vendeur va dire en gros que l'acheteur va dire que le vendeur est défaillant. Donc, on retrouve la philosophie, c'est-à-dire qu'en fait, il va falloir fournir une justification. Si vous voulez, les stand-by s'apparentent tout à fait à ce qu'on appelle les garanties à première demande justifiées, celles où il faut fournir une justification. Et on peut vous imposer un libellé de l'attestation, entre guillemets, par exemple, ça se fait souvent dans les stand-by, comme vous l'avez ici dans l'exemple à l'écran. Alors, maintenant, le coût des garanties. Alors, le coût des garanties, en gros, il est similaire hein, pour les garanties bancaires à l'européenne, pour les stand-by. Alors, les commissions sont calculées sur le montant et sur la durée de la garantie. Hein. Alors, le coût, c'est ce qu'on paye aux banques ou aux compagnies d'assurance. Et on peut négocier les taux. Hein. On peut négocier les taux en fonction du volume global qu'on amène à la banque. Si on a beaucoup de garanties à faire dans l'année, on peut négocier plus facilement que si on en a peu. On peut négocier en fonction de la nature des engagements. On peut négocier en fonction du montant des garanties elles-mêmes. On peut négocier en fonction de la qualité de l'exportateur. Une grosse boîte va avoir des taux plus intéressants qu'une petite boîte, qu'une petite PME. On peut aussi négocier en fonction de la zone géographique, de la prise de risque, parce qu'on met en place une garantie, si on faveur d'un client dans un pays, donc c'est aussi fonction de la prise de risque. Bon. Et en gros, pour situer les idées, le taux des garanties, ça varie quand c'est bien négocié entre 0,3% et 2% par an. 0,3%, même dans certains cas peut-être 0,2%, hein, mais bon, quand c'est très bien négocié, 0,2% à 2% par an, voire 3%. Et donc, ça peut aller sur une échelle de 1 à 10. Voilà ce que coûtent les garanties, classiquement. Ça peut aller jusqu'à 3% par an, voire plus. Alors, comment sont émises ces garanties? Ces garanties sont émises sous la forme de SWIFT MTC 160. Enfin, elles peuvent être émises aussi sur papier en tête, hein, c'est clair, mais elles sont souvent émises sous la forme de SWIFT MTC 160. Alors, un SWIFT MTC 160, c'est un message SWIFT qui est assez simple, où tout le texte de la garantie va se situer. Vous voyez, tout le texte de la garantie va se situer dans le champ 77C. Et donc, en fait, on va recevoir un texte, OK, et c'est un texte où vous avez le corps de la garantie. Alors, maintenant, ces garanties, elles peuvent être émises de deux façons, soit de manière directe, soit de manière indirecte. Alors, qu'est-ce que c'est une garantie directe? Eh bien, vous avez le vendeur qui devient le donneur d'ordre, l'acheteur est le bénéficiaire. Donc, entre le vendeur et l'acheteur, il y a un contrat commercial. Le vendeur va mettre en place ici ce qu'on appelle une aide d'instruction, une counter indemnity en faveur de la banque, de sa banque, la banque du vendeur, et la banque devient le garant. Vous voyez, quand il y a le mot garantie, la banque devient le garant. Quand c'est un cautionnement, la banque devient la caution. La banque devient le garant. Et la banque va émettre un SWIFT MTC 160, qui va passer par une banque locale, la banque notificatrice, qu'on peut appeler banque notificatrice locale, qui, elle, va imprimer la garantie et va l'envoyer par courrier recommandé à l'acheteur. Et ça, c'est la notification de la garantie. Et ça, c'est une notification directe, c'est une émission directe. Pourquoi?
Parce que la garantie est émise en faveur de l'acheteur. C'est l'acheteur qui est le bénéficiaire. Ça passe par une banque locale, mais juste pour notifier. C'est l'acheteur qui est le bénéficiaire de la garantie. Et puis à côté de ça, vous avez les émissions indirectes. Alors là, c'est plus compliqué, mais c'est cette forme-là qui est la plus utilisée. Vous avez un vendeur, un acheteur avec un contrat, ça ne change pas. Le vendeur donne des instructions à sa banque, c'est la counter indemnity. La banque ici, la banque du vendeur, devient le contre-garant. Et elle met en place une contre-garantie sous la forme d'un SWIFT MTC 160 en faveur de la banque locale. En fait, la garantie du contre-garant n'est pas en faveur de l'acheteur, et en faveur de la banque locale. Autrement dit, si vous voulez, la banque française contre-garantie une banque locale, le garant, et le garant, lui, va mettre en place une garantie, le garant va mettre en place une garantie en faveur de l'acheteur. En fait, il y aura deux garanties. Il y aura une garantie mise en place par le banquier français en faveur d'un banquier local, et le banquier local, lui, va mettre en place une garantie en faveur de l'acheteur. Il y a donc deux garanties. C'est plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes. C'est plus compliqué, et notez que dans les pays où il y a beaucoup de projets, notamment au Moyen-Orient, au Maghreb, et surtout au Moyen-Orient, il y a une prédominance de garanties indirectes. Il y a une prédominance de garanties indirectes qui ont la faveur des acheteurs. Alors pourquoi ont-elles la faveur des acheteurs? Parce que l'acheteur, lui, en fait, comme il a une garantie qui est mise en place par sa banque, c'est plus facile pour lui s'il veut appeler la garantie. Parce que, en fait, quelque part, il part du principe, l'acheteur, que la banque ici, la banque, le contre-garant, la banque du vendeur, c'est l'ami du vendeur. Okay, ils ont été échaudés dans le passé, ils ont vu que dans certains cas, la banque du vendeur, elle n'a pas envie de payer. Donc, ils ont dit, nous, on veut être garanti par une banque locale. Donc, vous avez une banquier français qui garantit une banque locale, la banque locale garantit l'acheteur. Et comme la banque locale, souvent, c'est une banque que l'acheteur connaît bien, s'il veut mettre en jeu, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça qu'on a une prédominance de garantie indirecte. D'autre part, dans les pays, au Moyen-Orient, il y a beaucoup de pays qui imposent des garanties indirectes aussi, les autorités bancaires, tout simplement pour faire travailler les banquiers locaux. Alors, maintenant, quelles sont les règles applicables à toutes ces garanties? Alors, les règles applicables à toutes ces garanties, vous avez les garanties bancaires à l'européenne, vous avez les RUGT C158, c'est un bouquin que vous devez connaître, hein, RUGT C158, règles uniformes pour les garanties sur demande, numéro C158, c'est la dernière version, qui est entrée en vigueur en 2010, donc c'est un corps de règles qui a une dizaine d'années. Ensuite, vous avez un deuxième corps de règles qui concerne les stand-by, c'est ce qu'on appelle les ISP 98, et c'est encore un petit bouquin intitulé ISP 98, et qui, elles, sont en vigueur depuis 1998. Donc, si c'est des garanties bancaires européennes, on va plutôt appliquer les RUGT 158, et si c'est des stand-by, on va plutôt appliquer les ISP 98. Alors, maintenant, pour terminer, les problèmes posés par les garanties. Alors, les problèmes posés par les garanties, regardez, d'abord, il y a une prédominance de garanties indirectes, il faut le savoir, au Maghreb, au Moyen-Orient. Donc, qui dit garantie indirecte dit c'est plus compliqué, de garanties à mettre en place, et ça coûte plus cher, puisqu'il y a deux garanties à mettre en place, d'autant plus que les garanties locales coûtent souvent beaucoup plus cher. Ensuite, vous avez souvent le problème qui est que le libellé de la garantie est imposé par l'acheteur, notamment dans les appels d'offres. On donne un modèle auquel on ne peut pas déroger. Et si vous dérogez, si vous changez les termes, vous risquez d'être disqualifié. Donc, il y a ce problème-là. On vous impose un texte. Troisième problème, alors ça, c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Des mises en jeu abusives. Alors, des mises en jeu abusives, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'acheteur, il met en jeu alors qu'il ne devrait pas, pour diverses raisons. C'est assez rare parce que lorsqu'on met en jeu comme ça de manière abusive, le problème, c'est que les gens, on les roule une fois. Et ensuite, on se grille avec eux. Mais ça existe. C'est possible parce que comme c'est des garanties à première demande, il n'y a pas de justification, ou si c'est une justification sous la forme d'une phrase, c'est facile à faire, il n'y a pas de preuve à apporter, donc c'est facile pour un acheteur, dans des garanties bancaires à première demande, d'abuser, c'est très facile. Et je dirais, le grand problème des garanties, ce n'est pas les problèmes d'appel abusif, le grand problème des garanties, c'est les problèmes de main levée. C'est les problèmes de main levée, c'est-à-dire qu'en fait, un exportateur, quand il met en place une garantie, il sait le jour où il la met en place avec sa banque. Par contre, quand est-ce qu'il va avoir la main levée, c'est-à-dire l'annulation de la garantie, ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors, maintenant, comment réduire les risques pour l'exportateur? Bon, eh bien d'abord, moi je dirais qu'il faut jouer sur tous les paramètres. D'abord sur le mode d'émission. Bon, sur le mode d'émission, quand on est un exportateur, moi je dirais qu'il faut privilégier les garanties. Les garanties, comment dirais-je, privilégier les garanties directes. OK? Les garanties directes, pourquoi? Parce qu'il faut éviter les garanties indirectes, parce que d'abord, c'est plus compliqué à mettre en place et ça coûte plus cher. Et ensuite, les mains levées sont plus difficiles à obtenir, puisqu'il faut d'abord avoir la main levée de la première pour avoir ensuite la main levée de la deuxième. S'il y a une seule garantie, c'est plus facile. Donc, première chose qu'on peut dire, première chose qu'on pourrait dire, c'est privilégier les garanties directes. Ensuite, au niveau de la nature de la garantie,
Ben, moi, je dirais qu'il faut privilégier ce qu'on appelle les garanties documentaires ou les stand-by, qui sont leur équivalent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a une garantie bancaire, une garantie documentaire ou une stand-by, eh bien, il va falloir fournir un document qui vient quelque part prouver la défaillance du vendeur. Donc là, en mettant en place des garanties documentaires, on complique la vie de l'acheteur s'il veut mettre en jeu la garantie. Ça, je dirais, c'est facile à dire, c'est plus compliqué à faire dans la réalité. Ensuite, le cas échéant, si on ne peut pas mettre en place de garantie documentaire, il faut à tout prix essayer de mettre en place des garanties justifiées. En fait, il faut éviter les garanties à première demande sans justification, celles qui sont pures et dures, où il faut appeler, on appelle sans donner même la moindre raison et la banque est obligée de payer. Ça, il faut les éviter. Et d'ailleurs, si c'est soumis aux règles, ça sera forcément des garanties justifiées. Bon. Ensuite, on peut jouer sur le texte de la garantie. Moi, je dirais, il ne faut pas se laisser imposer un texte par l'acheteur. Facile à dire, dans les appels d'offres, on vous impose un texte. Privilégier un libellé clair qui permet une qualification de la garantie sans ambiguïté. Éviter les conditions non documentaires. Si on a le temps, je vous en reparle après. OK. Éventuellement, utiliser les services d'un banquier expérimenté ou d'un consultant qui peut vous aider. Moi, de temps en temps, me sollicite pour des rédactions de garantie. L'entrée en vigueur. Alors, c'est très important. Une garantie, en fait, elle rentre en vigueur dès qu'elle est émise. Bon, c'est-à-dire que dès qu'elle est émise, l'acheteur peut l'appeler. C'est dangereux. Donc, le but, c'est d'empêcher l'acheteur d'appeler la garantie trop facilement. Eh bien, si on veut empêcher l'acheteur d'appeler la garantie trop facilement, il faut introduire ce qu'on appelle une clause d'opérativité. Une clause d'opérativité indiquant que la garantie ne rentre en vigueur qu'à la réalisation d'un événement. Alors, la réalisation d'un événement, ça pourrait être par exemple la réception du moyen de paiement. Ça, c'est classique. C'est-à-dire que la garantie ne rentre pas en vigueur tant que le moyen de paiement de l'acheteur, tant que la LC, tant que le crédit documentaire n'a pas été reçu, par exemple. Ou sinon, la garantie ne rentre pas en vigueur tant que un acompte n'a pas été reçu. Voyez. Donc, si vous mettez ce genre de clause, vous compliquez la vie de l'acheteur si jamais il veut appeler la garantie. Donc, on introduit des conditions d'opérativité. Maintenant, au niveau du montant, là aussi, on peut jouer. En fait, le montant de la garantie doit toujours être en phase avec la prestation qui reste à réaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait introduire dans l'idéal une clause de réduction automatique qui va faire en sorte que la garantie se réduit au fur et à mesure de l'exécution du contrat. C'est-à-dire que si on livre 50% des équipements ou des matières premières, parce que ça s'applique mieux à des matières premières, 50% des matières premières commandées, eh bien, la garantie se réduit de temps. Si on livre 70%, la garantie se réduit de temps. Il faut que le montant qui reste à payer dans le cadre de la garantie diminue au fur et à mesure que le contrat avance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et pour cela, il faut introduire ce qu'on appelle des clauses de réduction automatique, qui ne sont pas obligatoires, mais qu'on peut essayer de négocier. Et enfin, je dirais, la validité des garanties, c'est là où il y a un grand problème, parce que je vous ai dit que le grand problème des garanties, ce n'est pas tellement les appels abusifs, hein. Le grand problème des garanties, c'est les mains levées. Alors, moi, je dirais que quand on négocie le texte d'une garantie, il faut faire en sorte, dans la mesure du possible, qu'il y ait toujours ce qu'on appelle une butée temporelle, une butée événementielle. Il faut qu'il y ait une butée temporelle, une date limite, où la garantie, de toute façon, expire, et puis une butée événementielle, par exemple, on va dire elle expire à telle date, au plus tard, mais si jamais le contrat est fini avant, elle expire avant. Vous voyez, il faut qu'il y ait à la fois une butée temporelle et une butée événementielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si la garantie ne contient pas de date de validité, de date d'expiration, ce qui est souvent le cas, malheureusement, si elle est soumise aux règles dont je vous ai parlé, ce qu'on appelle les REGD 758, eh bien, à ce moment-là, automatiquement, il y a une butée temporelle de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, elle expire. Au bout de 3 ans, elle expire, ça veut dire même s'il n'y a pas de date d'expiration, au bout de 3 ans, elle aura expiré quand même, si elle est soumise aux règles. Par contre, si elle n'est pas soumise aux règles, eh bien, s'il n'y a pas de date d'expiration, elle va expirer quand l'acheteur voudra bien qu'elle expire. Il faudra attendre ce qu'on appelle la main levée express de l'acheteur. Dernière chose, les règles applicables dans le cadre du garantie. Moi, je dirais ceci. Pour les garanties bancaires à l'européenne, privilégier ce qu'on appelle les REGC 158. Pour les stand-by, il faut privilégier les ISP 98 parce que c'est le corps naturel de règles des stand-by. Éviter les garanties sans règles. Alors, oui, il y a des garanties sans règles. Il y a beaucoup de garanties qui sont mises sans règles. Moi, je dirais qu'en gros, actuellement, d'après ce que j'ai compris avec les banques, allez, en gros, 3/4 des garanties ou 2 tiers des garanties sont mises avec des règles. Mais il y a quand même encore un quart ou un bon tiers qui sont émis encore sans règles, à la demande du client pour diverses raisons. Et enfin, le droit applicable, les tribunaux compétents. Normalement, une garantie, quand elle est bien faite, elle doit contenir un droit applicable et doit indiquer la compétence juridictionnelle, les tribunaux qui ont fait compétents en cas de litige. Eh bien, il faut l'indiquer dans la garantie.
Mais si la garantie, comment dirais-je, est soumise aux règles, eh bien, le droit applicable, c'est automatiquement le droit du pays de l'émetteur de la garantie, et les tribunaux compétents, ce sont les tribunaux du pays émetteur. Et c'est ça qu'il faut privilégier. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre que le droit applicable, c'est le droit du pays de l'émetteur, et que les tribunaux compétents, c'est les tribunaux du pays de l'émetteur. Par exemple, si la garantie bancaire a été mise par une banque en France, ben, le droit applicable, ça sera le droit français, et les tribunaux compétents, ce sont les tribunaux, par exemple, français. Éviter, alors ça c'est important, éviter les garanties soumises au droit local et aux tribunaux locaux, parce que quand vous avez des garanties qui sont soumises au droit indonésien ou au droit indien, au droit pakistanais, avec comme compétence juridictionnelle les tribunaux locaux, il peut y avoir des surprises parce que les droits locaux, parfois, ne reconnaissent pas les dates de validité. Même si vous mettez une date de validité, par exemple en Inde, mais là encore que ça a changé récemment, mais en Inde, jusqu'à il y a très peu, lorsque vous aviez des garanties qui étaient mises en faveur d'entités gouvernementales, même si vous mettiez ce qu'on appelle une date de validité, si elle était soumise au droit local, au droit indien, eh bien, la date de validité n'avait pas de valeur. En fait, le droit local invalidait les dates de validité. Là, il y a eu des nuances, maintenant ça a changé, mais ça a longtemps été comme ça. Donc, il faut éviter des garanties soumises au droit local et avec comme tribunaux compétents les tribunaux locaux, dans la mesure du possible. Voilà. Et moi, alors, une dernière chose dont je vais vous parler, ce sont les assurances BPI France qui s'appliquent aux garanties. Eh bien, BPI France, ils ont deux produits qui s'appliquent aux garanties. Vous avez l'assurance caution. Alors ça peut intéresser les PME et les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Eh bien, en fait, quand vous allez participer à des appels d'offres, il se pourrait, surtout pour les PME, que le banquier soit réticent, que le banquier soit frileux pour la mise en place de garanties, parce qu'il y a un risque. À partir du moment où on met en place une garantie, elle peut être appelée. Et ensuite, le vendeur, qui est le donneur d'ordre, peut ne pas être en mesure de rembourser la banque. Et bien à ce moment-là, vous avez l'assurance caution, l'assurance caution de BPI France, qui permet de garantir à la banque qui met en place la garantie pour le compte de l'exportateur. C'est-à-dire que si jamais la garantie est mise en place, qu'elle est appelée et que l'exportateur n'est pas en mesure de rembourser la banque, alors c'est BPI France qui couvre la banque jusqu'à concurrence de 80%, et puis dans certains cas jusqu'à 100%. Et enfin, il y a un dernier produit, c'est l'assurance BPI France, assurance export contre le risque d'appel abusif. Vous avez une garantie qui couvre les risques politiques et ça couvre dans une certaine mesure les risques d'appel abusif. Mais cette assurance contre les risques d'appel abusif, ça existe seulement avec beaucoup de compagnies d'assurance, pas seulement avec BPI France. Et ce qui est intéressant, à mon avis, pour les boîtes qui font de l'exportation et qui répondent à des appels d'offres, c'est cette assurance caution de BPI France qui facilite la mise en place des garanties par les banquiers quand on est une PME. Voilà. Et moi, j'arrive au bout de ce que je voulais vous dire. Je suis allé un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Et je vous écoute si vous avez des questions.